Perfect. Bon, on est live, Mélanie. OK. Allô tout le monde, c'est Suzy de la Fondation. Aujourd'hui, on a Dr. Mélanie Doucette avec nous autres. Euh, Bienvenue dans la dernière de notre série des Voix des jeunes. Nous sommes très chanceux d'avoir Mélanie Doucette ici avec nous. Mélanie était la récipiente du prix de compassion Hermione Cohen pour l'année 2000, pour cette année 2023. Mélanie est un enfant qui était pris sous charge dans la province du Nouveau-Brunswick. Elle a un doctorat en travail social et elle travaille pour les jeunes qui sortent de la prise en charge. Son travail le plus récemment est sur les normes équitables pour les jeunes qui sortent de la prise en charge. Bienvenue, Mélanie. Merci. Bon matin. Bon matin à toi. Euh, Pouvez-vous parler un peu de vous? Oui. Moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Je suis maintenant à Montréal. Ça fait presque 10 ans. Je suis venue à Montréal en 2013 pour faire mon doctorat, puis je n'ai jamais quitté après. Euh, J'étais prise en charge en tant qu'adolescente au Nouveau-Brunswick dans les années 90. Puis, je suis déménagé plusieurs fois dans les foyers d'accueil. J'ai déménagé 6 fois dans 4 ans. Donc, j'avais pas beaucoup de stabilité pendant que j'étais dans le système. Mais l'école, c'était toujours une chose très ancrée pour moi. Je faisais très bien à l'école. Donc, j'ai eu des professeurs à l'école, des enseignants qui m'encourageaient beaucoup, qui me supportaient beaucoup. Puis c'est ça qui m'a vraiment aidé à être dans une trajectoire qui m'a rendue ici aujourd'hui. Euh, j'ai sorti de la prise en charge à 18 ans pour aller à l'université à Moncton. Puis c'était très difficile, cette transition-là pour moi. Dans mon temps, je me date un peu, là, mais dans mon temps, dans les années 90, c'était 98 que j'ai sorti de la prise en charge. Il n'y avait pas encore de programme en place pour les 18 ans et plus. Donc, il n'y avait pas encore de programme pour le postsecondaire. Il n'y avait pas encore de programme pour t'enseigner comment faire la lessive, payer tes bills et tout ça. Donc, moi, j'étais vraiment comme complètement perdue, là. Puis, j'ai dû vraiment apprendre difficilement comment les choses se passaient dans le vrai monde. Donc, j'ai pas vraiment eu beaucoup de support pour le déménagement de Tracadie à Moncton. Puis, j'avais pas rien à mon nom. J'avais un matelas, puis que mon dernier placement m'a donné, puis des sacs de poubelle avec mes vêtements. J'avais même pas de valise. Ça existe encore, hein, dans ce jour-ci. Les jeunes pris en charge n'ont pas de valise, puis quand ils sortent du système, c'est avec des sacs de poubelle. C'est vraiment pas vraiment humain, puis c'est quelque chose qu'il faut qu'il change. Mais c'est ça, dans le temps, j'avais pas eu vraiment de formation de comment, tu sais, faire un budget. Je savais même pas c'était quoi un credit score. Euh, Comment tu dis ça en français? Mon cerveau bilingue n'est pas encore réveillé, là. Ah, je suis pas certaine, moi non plus, ton score, ton crédit. Ouais, c'est ça, score de crédit, Oui, ouais. oui. Donc, j'étais pas au courant de c'était quoi, puis qu'il fallait que j'en avais un. Donc, quand j'ai été pour avoir l'électricité, puis le téléphone, puis tout ça, ils étaient comme, ben, t'as pas de crédit, de score de crédit, donc il faut que tu mets un dépôt. Puis la petite budget que j'avais été donné par le département de développement social pour le déménagement, ça a disparu très vite. Euh, donc, quand j'ai été pour demander pour de l'argent additionnel pour m'aider, tu sais, je m'assisais sur le plancher pour manger à dîner, là, j'avais pas de chaise, j'avais pas rien. Dans le temps, ma travailleuse sociale, je sais pas qu'est-ce qu'elle passé à travers dans sa vie personnelle, mais euh, on a vraiment eu une rupture de relation entre moi et elle parce que
Elle m'a dit, tu sais, elle m'a accusé de gaspiller de l'argent, puis qu'ils n'allaient pas m'en donner d'autres, que j'étais irresponsable et tout ça. Puis moi, ça m'a vraiment fâchée parce que tant qu'à moi, j'étais une placée exceptionnelle. Tu sais, je faisais très bien à l'école. J'avais déménagé plusieurs fois, puis je faisais quand même bien. Je demandais jamais pour rien, tu sais, juste dans des cas de crise que je demandais pour du support. Donc, j'essayais de me débrouiller souvent par moi-même. Puis ça m'avait comme insultée que elle me disait non, débrouille-toi parce que tu es irresponsable. Puis j'étais comme, ben voyons, là, tu sais. Euh, donc, moi, j'ai dit, OK, ben, ferme mon dossier. Moi, ça m'intéresse pas de travailler avec quelqu'un comme toi qui, tu sais, croit pas en mon potentiel puis qui ne croit pas quand je dis que j'ai besoin d'autre argent. Donc, moi, j'ai arrêté de parler à ma travailleuse sociale pour, je dirais, un bon 8 mois. Puis, c'était très difficile, ces 8 mois-là. J'avais un prêt d'étudiant, puis c'était pas beaucoup, là. C'était juste assez pour payer pour tuition, puis un peu de loyer et tout ça. Mais j'ai dû aller à la banque alimentaire plusieurs fois. J'ai commencé à faire du couchsurfing. Ouais, c'était très difficile cette année-là. Puis je considérais même de pas continuer à l'école parce que c'était tellement difficile. Puis j'étais comme, ben, je peux pas continuer, j'ai pas d'argent, il faut que je travaille. Comme, puis je vais pas être capable de travailler en même temps d'aller à l'école parce que je vais avoir besoin de travailler à temps plein pour survivre. Donc, je considérais de quitter l'école. Puis, c'est ça, 8 mois plus tard, quelqu'un m'a appelé à l'université, m'a laissé un message, puis j'ai rappelé, puis c'était une nouvelle travailleuse sociale qui avait pris tous les dossiers de ma vieille travailleuse sociale. Puis, elle était comme, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de notes dans ton dossier, ça fait 8 mois. Puis, ma vieille travailleuse sociale n'avait pas mis du tout qu'est-ce qui s'avait passé dans notre OK. dernière conversation. Euh, Puis, elle était comme, quand que je lui ai dit, j'ai dit, ben ouais, comme j'ai demandé pour du support, puis je m'ai fait comme fermer la porte. Puis elle a dit, oh non, c'est pas acceptable, ça. Elle dit, on vient tout juste d'implémenter un nouveau programme pour le support postsecondaire. Donc, elle a dit, je t'encourage de rester à l'école, on paiera pour ton premier degré. Elle a dit, je vais venir te rencontrer la semaine prochaine pour un café. Ça, c'est un bon 3 heures de route là, pour venir me voir. Elle est venue me voir, puis ça a vraiment changé complètement ma trajectoire parce que j'allais vraiment quitter l'école, aller travailler à temps plein. Euh, donc, ouais, ce travail social-là, le fait d'avoir été vraiment le extra mile, de faire un pas de l'avance qui n'était pas vraiment obligé de sa part, ça a vraiment changé ma trajectoire. Je serais même pas ici après vous parler, je pense, si que elle n'aurait pas pris cet effort-là extra pour s'assurer que moi, j'étais supportée puis j'étais dans la bonne route. T'as-tu Donc, supporté tout le long de tes études? Allez, t'as-tu... Oui. oui, ben c'était comme plutôt occasionnel le suivi, là, OK. mais j'ai vraiment reçu le support que j'avais besoin pour finir mon bac. Donc, Nice. j'ai été complètement supportée, le loyer, les livres, la tuition, tout. J'avais pas besoin de travailler, puis ça m'a vraiment aidé à faire très bien à l'école. Puis ensuite, j'ai continué, j'ai fait une maîtrise, puis ensuite un doctorat. Donc, ça m'a vraiment aidé à me stabiliser, puis à faire très bien à l'école. Donc, Perfect. je pense que c'est très, très important. Aujourd'hui, c'est ça que je travaille dedans, c'est de vraiment encourager les gens qui travaillent avec les jeunes placés, de les supporter d'une façon exceptionnelle. Pas juste le minimum, vraiment Oui. exceptionnel. Parce que si tu veux qu'ils deviennent des jeunes adultes exceptionnels, il faut avoir du support exceptionnel. Il faut aller en dehors de la boîte traditionnelle des supports qui sont en place présentement. Oui, absolument. I agree. 100%. Puis, basé sur votre parcours, qu'est-ce que tu penses de l'adoption, des familles d'accueil puis des familles kinship? Ben, pour moi, je pense pas que c'était comme un but, l'adoption, parce que j'ai entré dans le système quand j'étais adolescente, puis c'était pas vraiment ça que je me cherchais. Je voulais vraiment être d'une façon indépendante, mais en même temps, j'avais quand même besoin du sport, puis de l'amour, puis tu sais,
connexion aux autres et tout ça. Donc, je pense c'est vraiment, ça serait de vraiment demander aux jeunes individuels, c'est quoi que vous voulez, puis de les rencontrer là où ils sont. Je pense que c'est ça la première chose la plus importante. Puis, deuxièmement, je pense le kinship, comme avec les membres de la famille étendue, je pense que ça m'aurait aidé si qu'il y aurait eu plus de support du côté du système pour arranger ça. Parce que de mon côté, dans le temps, c'était juste pas quelque chose qui était vraiment présent dans les années 90. Puis j'ai dû appeler plein de ma parenté puis les demander ce qu'ils seraient capables de me prendre. Ça n'aurait pas dû être à moi de faire ça. Non, ah, non. C'était très gênant de demander ça. Puis à cause qu'il n'y avait pas vraiment de support, puis dans ma situation, les relations avec la famille élargie étaient un peu brisées à cause de ma famille d'origine. J'ai pas eu la chance d'être capable de rester dans un placement avec la famille élargie. Mais je pense, si c'est possible, puis si c'est sain et sécuritaire, Oui, ça devrait être une des premières choses à viser. Puis si c'est ça que le jeune veut. Euh, je pense que c'est la même chose pour adoption, la même chose, c'est pour n'importe quel type de placement, c'est vraiment de rencontrer le jeune où il est, puis de demander c'est qu'est-ce qu'il veut, puis de faire certain que c'est un bon match. oui, Euh, oui. aussi, ouais, parce que dans mes recherches puis dans mon travail, beaucoup de jeunes, surtout ceux-là qui sont racisés et les autochtones, ils se disent, oh, je me fais placer souvent dans un placement où ils connaissent pas ma culture du tout. Puis des fois, ils font des choses qui peuvent me retraumatiser ou nuire à ma connexion à ma culture. Donc ça aussi, c'est important d'avoir un match, puis d'avoir une formation au moins, puis des connaissances à la culture, puis la communauté d'origine de l'enfant que tu vas prendre dans ton placement en tant que foyer d'accueil. Oui, oui, totalement, 100%. Oui. Puis, dans votre opinion, de quoi ont besoin les jeunes qui quittent la prise en charge? Ben encore, je pense qu'il faut leur demander. Oui. Je pense souvent la façon traditionnelle de faire les choses, la façon plus clinique de faire les choses, c'est de les dicter ce qu'ils ont besoin. Puis on sait à travers de la recherche, surtout avec les adolescents, que ça fonctionne juste pas, cette approche-là. Puis il faut vraiment avoir un partage de pouvoir, puis un partage de connaissances à la table de décision. Donc, il faut inviter le jeune à la table comme partie prenante, égale à toutes les autres parties prenantes qui sont à la table, puis de demander aux jeunes, c'est quoi que tu as de besoin, c'est quoi tes priorités en tant que besoin. Pour ça, ça peut vraiment changer d'un jeune à l'autre. Ça dépend vraiment de leur situation présente. Mhm. Puis ça peut changer au fil du temps aussi. Ça peut vraiment aussi penser que, par exemple, la transition à la vie adulte, c'est pas une transition linéaire. Ça va vraiment changer d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Il faut vraiment supporter le jeune là où il est à travers de cette trajectoire-là. Mais en tant que comme une approche qui est ciblée ou centrée sur les jeunes, c'est ça que je travaille dessus présentement avec les normes équitables pour la transition à la vie adulte, pour les jeunes pris en charge. On a développé ça ensemble avec des jeunes anciens pris en charge et ceux qui sont présentement pris en charge partout au Canada. Puis on a développé 8 piliers pour la transition à la vie adulte. Donc, 8 domaines dont les jeunes ont besoin du support pour la transition à la vie adulte. Puis ça va du domaine financier, éducation, euh, relations, culture et spiritualité, développement émergent à l'âge adulte. Donc, de vraiment étendre la transition dans ben, vraiment, ça devrait être basé sur le sentiment de préparation individuelle du jeune. Donc, il ne devrait pas avoir une coupure de service à un certain âge. Ça, c'est le monde idéal qu'on vise à atteindre éventuellement. Mais pour le présent, on demande au moins de base d'étendre la transition au moins jusqu'à 25 ans ou 29 ans, parce que c'est ça qui est la phase développementale très importante pour les jeunes adultes dans la société présente. Puis les jeunes qui sont placés dans le système à cause de la législation ne sont pas capables
d'expériencer cette phase développementale-là parce qu'ils sont complètement coupés puis poussés dans l'âge adulte immédiatement. Puis de ce qu'on sait présentement avec le développement du cerveau des adolescents, c'est pas complètement développé jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, vraiment, il faut adapter nos services et nos supports et nos programmes pour que ça soit développementellement approprié pour les jeunes. Donc, ça, c'est une des choses cruciales qu'on demande. Il faut vraiment avoir une transition réelle pour les Oui. jeunes pris en charge, puis aussi avoir des supports qui sont vraiment équitables. Ça veut dire qu'ils prennent en considération leur trauma, qu'ils prennent en considération qu'ils ont été déplacés de leur famille d'origine, de leur communauté d'origine, et souvent pendant qu'ils sont en système aussi, beaucoup de déplacements. C'est pas une anomalie, moi, que j'ai déménagé 6 fois en 4 ans. Ça se passe très souvent, ça, dans le système. Donc, il faut vraiment cibler les programmes et les supports à ces besoins uniques-là pour que les jeunes soient capables de guérir des traumas, premièrement, et vraiment de s'épanouir pendant la transition à la vie adulte. Oui. Puis, dernière question. Pourquoi la voix des jeunes est-elle importante? Mais je pense que c'est vraiment le centre de toutes les questions, vraiment. Je pense que quand on n'écoute pas la voix des jeunes, on voit c'est quoi que les résultats vont être. C'est ce qui se passe présentement. On voit que les jeunes graduent pas même le secondaire. C'est moins de 50% des jeunes placés graduent le secondaire comparé à la population générale qui est entre 80 et 90%. Donc, c'est vraiment pas équitable, les résultats des jeunes. Il faut vraiment les rencontrer là où ils sont. Puis la seule façon qu'on peut faire ça, c'est de leur demander c'est quoi que vous voulez, c'est quoi dont vous avez besoin, c'est quoi vos rêves, c'est quoi vos talents, c'est quoi vos intérêts, puis de vraiment cibler sur ça parce que les jeunes souvent se font pas demander ces questions-là pendant qu'ils sont dans le système. C'est souvent sur les problèmes, c'est souvent sur les crises, c'est souvent très dans le négatif, vraiment. Donc, ça vient internaliser que, ah ben moi, je vais pas être capable d'avoir du succès dans ma vie parce que je suis un problème. Donc, il faut vraiment tourner ça de bord puis de vraiment investir dans les jeunes pour qu'ils croient en eux-mêmes, pour qu'ils se valorisent et se sentent valorisés et qu'ils savent que c'est vraiment possible d'accomplir ses rêves et ses buts et d'être vraiment supporté réellement à travers de cette trajectoire. Donc, ouais, si tu n'écoutes pas les jeunes, tu manques vraiment le but de tout ce travail ici en protection de l'enfance ou que ça soit quelqu'un aussi qui est dans un foyer d'accueil et tout ça, pour vraiment, vraiment écouter les jeunes parce que c'est eux qui savent mieux ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans leur vie. Et je pense aussi pour les programmes et les services qui se font créer ou réformer, la législation et tout ça, les jeunes doivent pas juste être consultés, ils doivent être à la table comme experts parce que c'est eux encore qui savent exactement ce qui a fonctionné, ce qui a fonctionné. Et c'est nous vraiment qui ont tous les atouts pour réformer le système d'une façon positive. Oui. Ben, merci beaucoup, Mélanie, puis merci pour tout le travail que tu fais pour tous les enfants. C'est vraiment, c'est tellement beau à voir. Une Merci inspiration. beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée.